Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Made in Batman Legend, Bad Talk numéro 21. Un Bad Talk qui va être consacré aujourd'hui à la critique de la dernière saison de la série télé Titans, diffusée sur HBO Max initialement, mais sur Netflix pour la France. Pour m'accompagner dans ce podcast, deux membres de la team Batman Legend avec Siegfried. Salut Siegfried. Hello à tous. Mais aussi Bruno. Hello Bruno. Coucou. Et un invité, il fait son retour. Il était là il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, dans ce même podcast. C'est Thomas Savidan. Salut Thomas. Bonjour. Comment vas-tu depuis la dernière fois? Ça va? T'as réussi à récupérer depuis la dernière fois? Ça va, ouais. J'ai eu un concours administratif la semaine dernière, donc bien crevé, mais ça va. Bon, j'espère que tu as gardé des forces pour ce podcast. Je suis sûr que vous êtes chaud bouillant et prêt à entamer le débat sur cette saison 3 de Titans. Je vais d'abord décrire un petit peu le plan qui nous attend. Première partie consacrée à une critique, on va dire, générale, sans spoiler, sur cette saison 3 de Titans, pour ceux qui n'ont pas encore vu la série. Donc, on évite les spoilers. Même si on en reparlera, certains éléments de l'intrigue ne sont finalement plus des spoilers à la fin de la série. Bref. Et puis, on enchaînera avec une deuxième grosse partie dans laquelle on va balancer du spoiler, balancer de la critique, balancer tout ce qu'on a pour dire du bien ou du mal de cette saison 3 de Titans. Ça ne tient qu'à vous, messieurs. Sur ce, je vous propose qu'on démarre de suite ce podcast et cette critique. Alors, premier tour de table, déjà, avec la question suivante. Tiens, Bruno, toi qui avais fait les critiques précédentes de Titans, saison 1 et saison 2, où est-ce que tu places cette saison 3 par rapport aux autres, en termes de qualité? Alors, je dirais que sur les 3 que j'ai vus, ça reste pour moi la meilleure, en tout cas la mieux construite. Ok. Du fait que la première avait une fin intéressante, mais qui laissait vraiment sur sa fin. La deuxième avait un départ complètement raté et une fin un peu moyenne. Et celle-là, elle est vraiment construite. Alors, elle n'est pas exempte de défauts, on pourra y revenir, mais du point de vue d'un run sur 13 épisodes, c'est construit, c'est monté, il y a un vrai scénario linéaire, etc. Donc, voilà. Et puis, l'histoire est assez intéressante. Donc, de mon point de vue, je la place quand même. Voilà. Il me semble que bonne partie des erreurs des 2 saisons précédentes ont été corrigées, même s'il y a à redire, hein. Mais je la mets clairement au-dessus des 2 autres. Ok. Est-ce que c'est aussi votre avis? Alors tiens Thomas, est-ce que c'est aussi ton avis par rapport à cette saison 3 de Titans? Tu la places où par rapport aux autres? J'aurais du mal à dire parce que j'ai tendance à oublier assez vite les saisons précédentes. Ouais. Donc, je suis très partagé en fait. Il y a des choses que je trouve, surtout le début, j'étais plutôt convaincu. Les premiers épisodes m'ont convaincu. Et au fil du temps, j'étais un peu lassé. Ouais, c'est vrai qu'il y a une trame générale qui est plus intéressante, mais je suis assez mitigé quand même, quoi. Ok, mitigé, mais tu la placerais peut-être entre quelle était ta saison préférée, toi? Je sais pas ce que tu avais pensé du coup de la saison 1 et 2, mais tu as préféré cette saison 3 aussi ou... Alors là, on doit voir que mon cerveau fonctionne pour se rappeler de tout. Ouais, dans mes souvenirs, je sens que ça chauffe. Dans mes souvenirs, j'avais préféré la saison 2 à la 1, que j'avais trouvé assez laborieuse et très très lente. Ouais. Mais j'avais détesté le final de la saison 2. D'accord, ouais. Donc là, ce serait sans doute la plus réussie, mais je vois trop de défauts pour être capable de dire que c'est la plus réussie en fait. C'est la moins catastrophique des 3. Voilà. Ok. Siegfried, ton avis alors du coup?
Alors, je suis d'accord avec certains des constats de mes confrères, mais pas du tout avec leur bilan. Pour moi, c'est de très loin la pire des 3 saisons, parce que la première avait au moins le mérite d'une certaine fraîcheur. On était quand même surpris par les audaces, l'obscurité, la brutalité des personnages, et en même temps l'alchimie qui pouvait se développer entre ces protagonistes qu'on voyait pour la première fois, la sincérité des acteurs. Enfin, il y avait des choses qui vraiment étaient plaisantes. Donc, Ouais. en termes de structure d'ensemble, effectivement, la première et la deuxième saison avaient quand même quelques défauts. Ça, c'est ce que relevait bien Bruno, d'inconsistance entre le début et la fin, par exemple. En même temps, ce sont des saisons de 13 épisodes, donc c'est quand même extrêmement long. Et forcément, il y a des défauts de construction parce qu'il y a des fois, il faut faire des gros cliffhangers un peu, un peu voire très, voire très grossier. Il y a beaucoup de petits arcs de Ouais. personnages qui se construisent en parallèle. Donc forcément, ça pose des problèmes. Mais si on regarde pas uniquement cette espèce de construction d'ensemble, mais qu'on regarde davantage l'intérêt des arcs à proprement parler, la première avait quand même beaucoup plus d'intérêt, je trouve, que cette troisième qui fait énormément, enfin qui n'a aucune raison de durer 13 épisodes en fait. C'est un peu le problème. C'est qu'on aurait largement pu tenir une saison de 10 épisodes, voire de 8 épisodes sans aucun problème, mais qu'on fait sans cesse des allers-retours dans les arcs des personnages pour que les méchants ne soient jamais vaincus. Même à un moment, le super vilain principal part et revient l'épisode d'après parce que la saison n'est pas finie, donc il faut qu'il revienne. Enfin, du coup, on prolonge vraiment inutilement des arcs de personnages qui en fait n'ont déjà plus rien à raconter, qu'on aurait pu expédier en 2 ou 3 épisodes assez facilement, mais qu'il faut faire durer 13 épisodes parce que la saison dure 13 épisodes. Donc quelque part, j'aurais presque préféré, contrairement à mes collègues, que ce soit plus hétérogène, qu'on rajoute à la rigueur des arcs pour que la série ait au moins quelque chose à raconter, là où vraiment ça patine. Je partage par contre totalement ce que disait Thomas sur le fait que les premiers épisodes sont les meilleurs. D'ailleurs, c'est assez fourbe parce que la chaîne avait envoyé les 5 premiers épisodes, comme ça se fait souvent, les 5 premiers épisodes à la critique pour obtenir des bons retours, parce que les 5 premiers épisodes ressemblent à ce que Titans fait de mieux. C'est les meilleurs épisodes. C'est à chaque début de saison, c'est vraiment, on a un thème par épisode. Chaque épisode raconte quelque chose de fort avec un nouveau personnage, vraiment une espèce de mini-intrigue qui se développe dans l'épisode, qui est clos dans l'épisode et qui en même temps développe le fil rouge. Ça, c'est des choses qui sont assez fortes. Là, par exemple, juste pour parler de premiers épisodes, donc pour ne pas spoiler, mais on a un épisode où on découvre Barbara Gordon, on a un épisode qui rappelle vraiment Death in the Family, donc on a vraiment des choses qui sont très fortes, donc les premiers épisodes sont relativement enthousiasmants parce qu'ils rappellent vraiment le meilleur de Titans, et ensuite ça devient vraiment n'importe quoi, la série n'a plus rien à raconter, ça se prolonge éternellement, et en fait on perd de vue tout ce qui faisait l'intérêt des Titans, tout ça couplé au fait que les Titans, ce n'est plus une série Titans, c'est une série uniquement Gotham. Donc on sentait déjà un peu cette tendance dans les 2 premières saisons où ça tourne beaucoup plus autour de Nightwing que des autres personnages, et même de la relation de Nightwing à Batman et à Jason Todd, qui à chaque fois qu'on évoque Jason ou Bruce, tout à coup ils occupent tout l'espace et les autres les autres personnages ne font plus que des caméos. Mais au moins il y avait une certaine alchimie. Et bon, c'est vrai que dans la saison 2 ils affrontaient Deathstroke, donc il y avait quand même une espèce de super vilain qui était commun à tous les Titans. Mais là, la saison 3 se passe exclusivement à Gotham. Batman, et même quand il est absent, il est omniprésent. Ça tourne énormément autour de Jason Todd et de sa relation à Nightwing, et les autres personnages font de la figuration dans le combat entre le vrai héros qu'est Nightwing et les super vilains, voire vivent des arcs qui n'ont absolument rien à voir avec le schmilblick, enfin l'arc de Starfire par exemple, qui finit quand même par occuper à force de 5 minutes dans un épisode, 5 minutes dans un autre, qui finit par prendre pas mal de place, aurait pu être coupé complètement sans avoir aucun impact sur l'intrigue. Gar a un rôle qui est vraiment juste accessoire. Enfin, on lui donne un petit rôle pour qu'il ait un rôle, mais en fait, son rôle aurait pu être occupé par n'importe quel autre personnage. Il y a des personnages qui reviennent, mais qui en fait d'eux-mêmes ne servent pas à grand-chose, mais sont juste là pour occuper l'espace, pour rappeler que c'est une série Titan, c'est pas une série Gotham, mais en fait, on est complètement dans une série Gotham. Donc ça fait partie des choses qui pour moi font vraiment la pire des 3 séries, parce que c'est la série qui perd de plus de vue ce qui faisait les qualités des précédentes saisons, qui était quand même le plaisir de voir les Titans, une certaine fraîcheur, une certaine audace dans l'intrigue, certaines surprises, des personnages, une exploration de l'univers qui était assez intéressante. Et pas juste cette impression que ça va nulle part, qu'on n'a rien à raconter, que même on se fiche, qu'on ne parvient même plus à s'intéresser à l'équipe, que même les showrunners eux-mêmes ne savent plus quoi faire de leur propre équipe parce que, à part Batman, ils n'ont rien à raconter. Enfin voilà, pour moi, il n'y a pas grand-chose à sauver en fait. Et l'image que tu as choisie, elle montre bien ça, je trouve, parce qu'on voit bien Nightwing et Red Hood très en avant par rapport aux autres héros, et je trouve que c'est vraiment symbolique de cette saison-là. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vrai, c'est assez symbolique. Après,
Bon, on pouvait s'y attendre, hein, d'ailleurs, dans les images qui avaient été diffusées en bande-annonce, etc. On avait vu qu'il y avait un arc Redwood qui allait être développé. Donc c'est vrai que, du coup, on peut se dire que bon, l'arc principal tourne autour de Redwood, même si là, on ne voit pas, et peut-être qu'on ne va pas le dire, quel est l'antagoniste principal de la série. On le dira plus tard avec les spoilers. Mais c'est vrai qu'après, moi, je vous rejoins un petit peu. C'est vrai que il y a trop de longueur dans cette série, dans cette saison, trop de longueur, trop d'arcs qui se développent à droite, à gauche. Tu sens que ça mouline pour rien parfois. Et de ce côté-là, je suis assez d'accord avec vous. Et pour revenir sur la question initiale que je vous avais posée, si moi je dois me prononcer, c'est vrai que j'avais, je ne sais plus qui c'est, je crois que c'est Thomas qui disait qu'il n'avait pas du tout aimé la première saison. Moi, j'avais bien aimé la première saison et je trouvais que la saison 2 n'apportait au final pas grand-chose. En fait, j'ai l'impression qu'ils continuaient leur truc sans apporter quelque chose de vraiment neuf et frais dans la saison 2. Là, ils essaient d'apporter quelque chose, mais en même temps, j'ai l'impression que la corde Gotham, l'univers de Gotham est un petit peu trop tiré, c'est-à-dire que, comme vous le disiez, on a trop cet univers de Batman et de Gotham. Alors, loin de moi de l'idée de me plaindre du fait qu'on ait trop de Batman. Mais c'est vrai que pour une série Titans, au final, eh ben, j'ai plus l'impression qu'on est sur une autre série. On a basculé dans un truc Batman plus que sur une série Titans. Et en ce sens, c'est parfois un peu décevant. Même si on reviendra dessus peut-être un peu plus en détail. Il y a quand même beaucoup de fanservice pour les fanboys que nous sommes sur l'univers de Batman. Peut-être parfois même un peu trop, mais bon. Après, c'est vrai que c'est pas évident de jauger le fanservice que tu mets dans de telles séries. Donc voilà, ça fait plaisir parfois de voir des trucs, et même des citations. On parlait de l'arc Un deuil de la famille, il y a même des citations au moment où ils le disent. Un deuil de la famille, c'est cité tel quel dans la série. Donc voilà, après, c'est intéressant. Il y a des choses intéressantes, il y a des choses qui sont très molles, tu te dis, bon, cet épisode, il servait à rien, grosso modo, où toute cette avancée-là ne sert à rien et c'est un peu long. Et c'est vrai que, comme vous le disiez, sur 13 épisodes, la série aurait pu faire 6 ou 7 épisodes et ça aurait été peut-être plus intéressant à découvrir plutôt que de faire traîner des choses pour rien. Mais bon. Bruno, est-ce que tu veux peut-être développer un peu ton avis général sans spoiler, toujours, je rappelle, sur la série? Pour rebondir un peu sur ce qui a été dit, on est d'accord, le début est clairement beaucoup plus réussi que le reste. Moi, avec une mention vraiment spéciale sur les 3 premiers épisodes qui sont menés à une traîne d'enfer et qui finissent. Le 3e épisode, moi, il m'a laissé scotché sur la fin, quoi. Et donc, j'étais demandeur de la suite. Alors après, c'est vrai que ça a tendance à se ralentir avec des arcs. C'est pas tant qu'ils sont longs, c'est qu'effectivement, ils servent pas à grand-chose. Et finalement, c'est pas si étonnant que ça qu'on se retrouve sur du pur Gotham, parce que finalement, les arcs liés aux Titans en tant que tels, ils sont pas super bien exploités. Alors, Ouais. c'est peut-être un choix scénaristique, moi je le respecte, mais c'est vrai que ça fait plus une série des Titans à Gotham que des Titans en tant que tels. Bon, là, l'action se passe, alors, sans spoiler, l'action se passe essentiellement au manoir Wayne. Il y a des lieux emblématiques qu'on retrouve. Moi, je trouve ça c'est plutôt sympa, mais c'est vrai que il y a ce côté un peu réducteur. Après, moi, ça m'a plutôt plu par certains aspects. Je veux dire, moi, j'ai bien aimé découvrir cette version de Barbara Gordon qui est très intéressante, plutôt bien exploitée, plutôt bien utilisée. Et par contre, il y a des personnages qui servent pas à grand-chose. Tout l'arc Starfire ne sert à rien dans l'histoire. C'est une catastrophe, ce truc. Et déjà, j'ai un peu du mal avec l'interprétation de Starfire et bon, c'est pas mon personnage préféré. Et voilà, je trouve un peu surjoué. C'est pas ce qui ressort le mieux, je trouve, de Titan. Contrairement à Siegfried, je trouve que Beast Boy est plutôt bien dans la série.
Moi, ça reste un de mes bons souvenirs. Je trouve qu'il a un rôle plutôt intéressant. Et je trouve que par rapport aux précédentes saisons, il s'incarne un peu mieux. Il a un rôle plus actif et il s'affirme un peu plus dans Ouais, l'équipe. ouais, c'est vrai qu'il essaie de trouver un peu plus sa place, même Ouais, si. Ouais. c'est plutôt sympa. Moi, j'y verrais quand même un petit problème pour Beast Boys. Ce qui m'embête, c'est qu'en fait, je pense qu'ils n'ont pas de gros moyens. Et donc, en fait, il utilise extrêmement peu son pouvoir, en fait. Ouais. 99% du temps, lors des combats, il est en humain. Et de temps en temps, il se transforme en animal, mais pas si souvent que ça. Et donc, résultat, pour moi, on perd un des intérêts principaux du personnage lors des combats, quoi. Pourquoi, à des moments, il se retrouve à donner des coups de poing alors que il peut se transformer en animal? C'est souvent incompréhensible. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que t'as pas mal de. Enfin, Beast Boy n'apparaît très peu, très peu. D'ailleurs, quand il apparaît, moi, je trouve que visuellement, il y a des choses qui sont très bien dans la série, mais il y a des trucs qui sont aussi vraiment assez mauvais. Et je trouve que les effets spéciaux sur Beast Boy sont pas ouf, quoi. Je trouve que, alors certains moments ça va, mais alors certains moments, tu vois vraiment que c'est un truc placé là. Ça m'a un peu gêné, quoi, visuellement. Mais bon, après, c'est-à-dire que, c'est de une mon série, point de quoi. vue, Beast Boy, plus tu le mets en Beast, et moins l'acteur peut affirmer son jeu. Ouais, ouais. Donc c'est un choix après. C'est Ouais. vraiment un choix à la fois scénaristique et un choix de mise en scène. Après, il y a des moments où il est à mi-chemin entre l'homme et l'animal, où il a cet aspect un peu sauvage qui est un peu instinctif, Ouais. qui apporte quelque chose au personnage, mais qui n'est pas forcément toujours bien exploité, c'est vrai. Mais moi, je trouve qu'il il gagne un peu en épaisseur quand même. Enfin, ça reste pour moi, ça reste un des des bonnes incarnations de la série. À contrario, par exemple, de Connor, que j'avais adoré dans la saison 2, Tout et à fait. que je trouve qui a complètement disparu dans la saison 3. Ouais. Alors que c'est un personnage très intéressant, l'ambivalence entre l'humain et le kryptonien, ouais, il en parle un peu, mais je veux dire, son côté perdu était beaucoup mieux exploité dans la saison 2. Ouais. Voilà, bon, Raven, on en parlera tout à On l'heure. en parlera après. Voilà. Je sens qu'on est borderline après sur le niveau Voilà, spoiler. mais voilà. Après, il y a tout l'arc autour de Redwood qui est intéressant, qui s'allonge trop, qui s'étire un peu en longueur, mais Ouais. c'est un parti pris. Moi, je trouve que c'était un parti pris très intéressant d'axer la saison autour de Redwood et pas d'un super méchant omnipuissant, omnipotent, etc. Donc c'était plutôt bien vu. Comme je l'ai dit, j'ai adoré vraiment et l'interprétation et la place de Barbara, qui apporte vraiment quelque chose. Alors tout Ouais. ça, hein, ça nous rapproche de Gotham et du Badverse, mais Ouais, moi, c'est ça. c'était ça, j'ai plutôt aimé quand même. Ouais. Ben, c'est vrai que tu dis, ça nous rapproche de l'univers de Gotham et de Batman, mais en même temps, c'est un peu le but de cette saison 3. Je crois qu'ils ont tout misé on y va à fond sur l'univers de Gotham et tout ça. Donc, c'est assez assumé, et ça apporte ses qualités et ses défauts. Donc, bon. Ah, mais pour moi, le Gotham, c'est un cadre géographique et puis une ambiance. Mais justement, de Beast Boy ou Superboy, qui a priori sont complètement beaucoup plus optimistes et etc., pourraient avoir un grand rôle à jouer dans cette situation. Ou Starfire, qui est une princesse extraterrestre qui se retrouve dans une situation urbaine, ça pourrait apporter beaucoup. Mais je trouve qu'ils ont beaucoup de mal à gérer la notion d'équipe, en fait. Ils tournent sans arrêt autour de cette idée de famille, etc. C'est le thème depuis 3 saisons, mais ils ont du mal à l'incarner. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais on a l'impression, tu sais, c'est un peu ces séries avec beaucoup de personnages et tu as l'impression Ouais. qu'ils ont du mal à développer en fait chaque personnage, à laisser la place à chaque personnage et en même temps pas trop de place non plus pour pas que ce soit trop présent parce que ben on l'a dit, malgré tout, Nightwing et Red Hood prennent beaucoup de place, mais
les autres personnages, ils essaient de les mettre en place, mais en même temps, ils veulent pas leur donner trop de place. Alors, tu sens qu'il y a toute cette ambivalence-là. Et c'est vrai que parfois, tu as cette impression que c'est un peu maltraité ou que après il y a certainement plus des coupes par-dessus. Et la vie collective, je trouve que la vie d'équipe et cette vie de famille qu'on se crée, j'ai du mal à y croire parce que, comme tu le dis, ils sont centrés sur quelques personnages et on les voit pas assez former une équipe, travailler ensemble, etc. Enfin, j'ai eu cette impression-là. Surtout on voit que les auteurs ont conscience du problème et qu'ils essaient de créer des scènes collectives. Par exemple, ils sont tous dans la cuisine, ils se font des sandwichs, etc. Donc, ils tentent de faire des choses parce qu'ils perçoivent que ça ne marche pas, mais ça ne marche pas davantage en fait. Et ces scènes ne font qu'accentuer le fait que on ressent juste un gouffre entre les personnages, il n'y a pas d'alchimie qui se développe. Là où dans les 2 premières saisons, il y avait quand même quelques moments où on sentait ce côté familial. Là, je l'ai un peu senti au tout début, dans leur toute première apparition, au bout de 5 minutes, ils livrent un combat commun contre des gangsters quelconques. Et là, on sent qu'il y a un petit quelque chose. Mais ensuite, quand ils sont supposés vivre en famille, il n'y a rien du tout. Et peut-être que le fait qu'ils insistent autant sur la famille, que le mot famille soit répété des centaines de fois, notamment par Starfire d'ailleurs, alors qu'on ne sent pas cette famille et qu'en fait, ils sont tous en train de faire leur petite quête dans leur coin, ça n'aide pas, ça accentue le gouffre entre ce que la série prétend nous raconter et ce qu'elle nous raconte vraiment. Exactement, en fait, ça sonne faux, en fait. Partent à la va-vite, Dove, elle disparaît au bout d'un épisode, tout à coup, à la fin, on a un personnage important des Teen Titans qui revient, on a moins l'impression de famille parce que ça bouge sans cesse, donc ça fait partie de l'ADN des Titans, donc ça c'est plutôt bien, mais du coup, on a l'impression que à partir du moment où un personnage disparaît, plus personne n'en parle, mais vraiment, on dirait que Wonder Girl ou Raven ne manquent à personne parce que à partir du moment où elles sont pas là, ce sont des personnages qui ne sont jamais évoqués. On pourrait avoir une discussion au coin du feu, tranquille, autour d'un sandwich, sur tiens, j'aimais bien Raven, qu'est-ce qu'elle devient, elle nous manque, la pauvre, etc. Rien du tout. Le monde se limite vraiment aux personnages qui sont au bon moment dans le manoir, mais dès qu'on en sort, on n'existe plus. Dès qu'on rentre, tout à coup, on est dans la famille. Enfin voilà, je trouve qu'il y a vraiment un problème dans cette gestion d'équipe. Et donc certes, c'est toujours compliqué d'écrire plusieurs personnages à la fois, mais enfin, quand on fait une série Titans, l'essence d'une série Titans, c'est de savoir écrire plusieurs personnages à la fois. Sinon, on n'écrit rien. Enfin, c'est pas la peine. On est d'accord. Ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est le problème, c'est tout le problème des scénarios à équipe en fait. Et Titans, c'en est un exemple flagrant. La première série, l'équipe se forme, donc on essaye de monter le scénario autour de la formation d'une équipe. La deuxième saison, finalement, l'arc scénaristique, il est basé autour de la fragmentation de l'équipe, parce que c'est la stratégie qui est adoptée par Deathstroke pour pouvoir arriver à les combattre. Là, tu te dis, dans la troisième saison, si l'équipe, qui en plus s'est singulièrement étoffée avec l'arrivée de Connor, avec d'autres arrivées dont on pourra parler après, tu te dis, si l'équipe fonctionne bien et fonctionne en tant qu'équipe dès le début, il n'y a pas grand-chose qui va pouvoir lui résister. Donc du coup, l'astuce scénaristique, ça consiste d'une façon ou d'une autre à tout faire exploser pour faire durer les choses. Ouais, mais on comprend pas. Moi, j'ai du mal à comprendre comment les événements font que chacun fait dans son coin. Pourquoi Nightwing, alors que c'est le chef et qu'il est censé qu'il a voulu recréer cette équipe, créer cette famille, former les plus jeunes, donc il est censé porter le projet. Pourquoi il agit si souvent seul? Alors que j'adore le personnage de Nightwing, hein. Mais là, je trouve que j'ai du mal à comprendre ce qui se passe. Je parle pas de l'action, on comprend l'action assez simple, mais j'ai du mal à comprendre ses choix. Pourquoi il intervient tout le temps tout seul? Pourquoi il dit bah non, toi tu viens pas? Bah non, je veux le faire tout seul, mais bah non, t'as une équipe. Ouais, mais en même temps, tu vois, je pense que ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure, la place par exemple, de Connor qu'on a eu du mal à placer dans la série. Exactement. Parce qu'en fin de compte, il a tellement de pouvoir que s'il vient avec Nightwing, c'est fini, on est d'accord. Ouais. Tu vois, il prend Redwood et c'est terminé, quoi. Ah donc, il y a toute cette gestion des personnages trop puissants, entre guillemets, qui fait peut-être que, du coup, tu te dis, ils essaient de gérer ça parce que sinon, ça dure 2 épisodes et c'est fini, quoi. Tu vois. Ouais. Mais comme le disait Siegfried, pourquoi pas dans ce cas-là?
Pourquoi pas justement basculer après, parce que tu as quand même une nouvelle piste avec des nouvelles intervenants en toute fin de saison qu'ils auraient pu mettre en milieu de saison à la rigueur, quoi. Et l'intrigue autour de Starfire, plutôt que de l'entrecouper au milieu de temps en temps entre Redwood et Nightwing, pourquoi pas en avoir fait une deuxième partie de saison en fait. Ouais. Après, c'est des choix, mais il y a plusieurs fois, je me suis dit, mais pourquoi? Je voyais pas trop. Non, mais tout à fait. Je sens qu'on est un peu bridé là pour parler un peu plus en détail de la série. Donc, je vous propose qu'on enchaîne de suite avec une petite transition musicale sur la partie spoiler. Bon, vous aurez reconnu la musique, bien entendu. Générique de Titans. Je vous propose donc qu'on enchaîne avec une partie spoiler. C'est bon, on est libre. Vous avez entendu la musique, ça veut dire go, c'est parti les gars, on peut lâcher les spoilers. Donc si vous n'avez pas vu la saison 3 de Titans, je vous conseille d'arrêter ce podcast de suite et de revenir une fois que vous l'aurez vu, puisque on va envoyer du lourd. À la fin, tout le monde meurt. Non, tout le monde ne meurt pas. C'est d'ailleurs peut-être un problème. Tiens, je vais peut-être démarrer avec ce point-là. Avec toi, Thomas. Est-ce qu'il y a un problème de mort dans cette série? Parce que, alors c'est un problème dans les comics, on sait que dans les comics, personne ne meurt vraiment. Mais alors dans cette série, personne ne meurt vraiment dans chaque épisode. Donc c'est assez gênant, je trouve. Justement, parce que moi je trouve que globalement, il y a des choses que je trouve bien. Faut pas que je sois tout le temps négatif, mais le gros problème pour moi, c'est les personnages. On a du mal à y croire. Et justement, moi, en effet, c'est ce problème de la mort des personnages. Je trouve qu'ils s'en débarrassent. Quand je dis que j'avais pas aimé la saison 2 de Titans, c'est parce que la mort de Wonder Girl, j'avais trouvé ça mais complètement ridicule, quoi. Je me suis dit, c'est quoi ce truc là? Hop, il y a un éclair, hop, elle tombe par terre, elle est morte, quoi. Non mais voilà. Et là, ils nous refont le coup, quoi. Ils nous refont le coup avec Hawk. Hawk, il se prend pas juste un éclair là, pour le coup. Hein. Ouais, mais c'est vrai. Enfin, il développe un petit peu sa mort avec tout le truc de la bombe. Ouais, mais on y croit, on y croit qu'il va réussir à s'en sortir. Il y a un vrai. Cet épisode-là, il était tendu. Hein. Je suis d'accord que des morts, c'est la plus réussie. Je trouve que la mort de Redwood est assez ridicule. Je trouve, plus par la couleur, la façon de filmer, la mise en scène, je trouve que c'est. Voilà, ok, il voulait pas montrer le Joker, il voulait pas le montrer le Joker. Ok, mais la façon dont c'est fait, je trouve que c'est moche. Donc, Redwood qui meurt, voilà quoi. La fin, celle de Nightwing, c'est pareil, c'est complètement ridicule quoi. Et hop, allez hop, on le plonge dans le puits et puis tu crois qu'il va revenir? Non mais en même temps, Redwood est déjà revenu, donc lui aussi va revenir. Enfin bref, c'est vraiment ça va pas. La seule chose que je sauve, par contre, c'est toute la partie en noir et blanc, façon western. Là, j'ai trouvé ça vachement bien fait. Vraiment, au niveau de la mise en scène. C'est l'épisode où ils sont dans l'au-delà, en fait, la transition entre la mort et la vie, quoi. Ça, j'ai trouvé ça très réussi. Avec un espèce de mélange entre le western et un peu, j'ai pensé un peu au Seigneur des Anneaux avec je sais pas comment ils s'appellent, les trois cavaliers, là, donc on voyait pas le visage. Avec en plus le choix du noir et blanc, j'ai trouvé ça plutôt réussi. Mais globalement, c'est vrai que dans ces limbes, il y a quand même le côté si on franchit le pont, on ressuscite. D'accord. Vive l'impact de la mort s'il suffit de franchir un pont. C'est une allégorie, c'est une allégorie. Moi, les gars, je me suis c'est une allégorie qui est tellement littérale que tu as deux personnages qui se baladent sur un pont et hop, pouf, on est dans le monde des vivants. Dis donc, allégorie. Je me suis quand même posé une question, les gars, sur cet épisode, parce que on est d'accord qu'il y a 3 personnages qui sont morts, donc Hawk, Tim Drake, il faudra peut-être en parler d'ailleurs de Tim Drake, qui se fait buter. Qui se fait buter direct, qui se retrouve là aussi, et Donna Troy. Et donc ces 3 personnages essaient de traverser un pont qui devrait les faire ressusciter, donc, sauf que malheureusement Hawk n'y arrivera pas. Et moi je me suis posé une question, si Hawk devait y arriver, parce qu'on est d'accord que Tim Drake reprend son corps, Donna Troy reprend son corps,
Mais Avec alors, son corps Hawk, explosé, comment on fait, oui. le corps, il y en a plus, on est d'accord. Donna, elle reprend pas son corps puisqu'elle apparaît pas au même endroit. Elle n'apparaît pas sur l'île. Elle apparaît. Parce parce qu'il y a Rachel qui est donc chez les Amazones à ce moment-là, qui retourne dans le lieu où elle était allongée, où ils essayaient de la faire revenir par des incantations, etc. Enfin, leur truc d'Amazon. Et quand elle revient à la salle, on voit qu'elle n'est plus allongée sur la table. D'accord. Parce que moi, je l'ai vu revenir dans un château avec Bruce. D'ailleurs. Oui, après, en fait, dès qu'elle quitte. Et je me suis dit, mais attends, donc elle réapparaît pas dans son corps, elle reparaît dans un château. Ouais, bon, pourquoi pas. Non, c'est la première apparition qu'elle fait vivante, effectivement, où elle va sauver Bruce. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi elle arrive dans le château de Bruce, je ne sais où. Dans le château en Écosse, ouais. En Écosse ou je ne sais où, effectivement. Donc bon, peu importe. Ça arrive un peu comme ça. Mais c'est vrai que juste avant ça, tu as un plan où on voit Rachel qui arrive et qui comprend qu'elle est revenue à la vie, justement parce qu'elle n'est plus allongée sur la table. Mais effectivement, après, bon, elle arrive un peu comme ça dans le château de Bruce, on ne sait pas pourquoi. Bruce, alors il va falloir aussi qu'on fasse un point Bruce Wayne, les gars. Je ne sais plus par quel point commencer, parce que là, les gens ont entamé, il faut qu'on parle de Terry, il faut qu'on parle de Bruce. On était sur les morts, je ne vous ai pas donné la parole, Bruno, Siegfried. Si vous voulez déjà faire un point, vous, de votre côté, sur ces points-là. Du coup, il y en a plusieurs. Force est de constater que Titans, c'est pas la Casa de Papel, quoi. Voilà. C'est vrai. Et Robbie, elle reviendra pas. Non. C'est vrai. Mais bon, oui, on est dans l'univers d'ici, dans l'univers des comics. On a un rapport tout à fait particulier avec la mort, c'est vrai. Surtout quand il y a un puits de Ra's al Ghul qui traîne par les parages, alors là, c'est mortel. Ouais, c'est clair. Ou pas. C'est clair. Donc, de fait, c'est vrai que pour revenir à la mort de Hawk, c'était clairement la plus réussie parce que c'était celle qui était la plus tendue, qui a mis le plus de temps à arriver. Ouais. Et dont on se demande effectivement, plus de Lazare ou pas plus de Lazare, pont ou pas pont, même s'il revient à la vie, vu qu'il est éparpillé façon puzzle, ça va être très compliqué. Mais c'est dommage parce que c'était un personnage très attachant parce que dans l'équipe, c'était peut-être celui qui faisait le plus preuve d'humanité. C'était à la fois le plus fragile, malgré son physique de colosse. C'est un personnage très intéressant. Donc, du coup, sa disparition, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Enfin, moi, j'ai vu comme ça. Il y a vraiment une empathie parce que moi, je m'étais vraiment attaché au personnage. Du coup, ça donnait un vrai ressort dramatique parce que quand il est mort, j'ai jamais pensé qu'il pourrait revenir. Et du coup, ce ressort dramatique, il était salutaire pour la série. Et après, c'est un peu parti en vrille avec effectivement le retour de Donna, la façon dont Tim revient. Donc, on peut parler de Tim maintenant ? Vas-y, si tu as un point à développer. Je trouve que quand même avec Hank, il y a un truc qu'ils ont raté, c'est que sa mort n'est pas du tout liée à Dove, alors que l'un des intérêts du personnage, c'était aussi qu'il formait cette espèce de couple un peu complexe, mais assez magique avec sa contrepartie féminine, qui part tout à coup. Finalement, Hank meurt un peu tout seul dans son coin avec les Titans, mais Dove n'est pas là. On ne voit pas le deuil de Dove. D'ailleurs, on voit pas du tout de vrai deuil des Titans, alors qu'ils ont perdu l'un des leurs d'une explosion. Ça devrait être complètement traumatisant, mais c'est assez vite évacué. Mais ça devrait être l'occasion d'une scène au moins assez défirante pour Dove, dont je trouve qu'elle n'est pas du tout respectée, parce qu'on l'évince comme ça. Bon, il y a certainement des questions de contrat là-dedans, parce qu'elle part clairement beaucoup trop vite pour un personnage qui était aussi important dans la saison 2, mais voilà, qui en plus n'a pas le droit à son moment de deuil par rapport à Hank, alors que toute la saison 2, enfin l'un des axes principaux de la saison 2, c'était quand même cette relation assez forte, tordue parfois, mais belle entre ces deux personnages, et faire mourir Hank sans du tout impliquer Dove, j'ai trouvé ça assez... j'ai trouvé que c'était un choix qui était vraiment curieux et qui du coup ne donnait pas toute la profondeur qu'on aurait pu à ces deux personnages. Et finalement, ça rejoint un peu ce qu'on disait, un peu la mort de Jason, qui est... Bon, qui pour le coup est vraiment expédiée, donc pour le coup elle est un peu ratée. Elle est réussie dans le sens où elle est vraiment surprenante.
vraiment, dès la fin du premier épisode, on nous balance, bah voilà, il est mort. Enfin, dès le début du premier épisode, on nous balance, bah voilà, il est mort. C'est Daphne Ouais. de Un peu Family. vite, un peu vite quand même. C'est vrai. C'est voilà, du coup, c'est beaucoup trop rapide, mais ça correspond aussi à l'une des qualités de Titans qui est dans les meilleurs épisodes, qui est d'aller assez vite et du coup de nous balancer des trucs à la tronche sans qu'on s'y attende. Donc ça, c'était assez fort. Mais ensuite, bon, bah, il revient en Red Hood, mais vraiment d'un claquement de doigts. Enfin, on a l'impression qu'il meurt et le lendemain, ça y est, il est devenu une espèce de mercenaire criminel qui va s'aider d'un syndicat du crime en tuant tout le monde avec des armes à feu et en complètement psychopathe. Et on se demande à quel moment il a fait cette transition. Et même ensuite, quand on nous expliquera un peu son cheminement, on se demande mais comment est-ce qu'en quelques jours à peine, il a pu faire un tel cheminement personnel pour devenir un personnage qui n'a absolument plus rien à voir que le Jason Jason Todd à la base, et alors qu'il vient littéralement de mourir. Enfin, il y a quand même une inconsistance, je trouve, dans la création de ce personnage qui vient aussi de la rapidité de la série, parce qu'on le tue en 5 secondes, un quart d'heure après, il revient et c'est un personnage complètement différent. Enfin, d'un côté, Titans l'une des qualités de Titans, c'est, comme je dis, cette capacité à quand même enchaîner assez rapidement des scènes assez violentes. De l'autre côté, là, c'est juste carrément expédié. Enfin, il y a un moment où on parle quand même de la mort de Jason, avec qui est tué avec ce pied à biche par le Joker. Il y avait quand même moyen de faire durer cette scène 2 minutes pour la rendre encore plus brutale, mettre un rire du Joker, mettre une bande son un peu dramatique, enfin, en faire un moment un peu marquant. Là, quand même, on passe de ça, de Jason qui meurt sous les coups du puits à biche, à ça plane pour moi. Littéralement. La seconde après la mort de Jason, c'est l'équipe de Titans qui se bat contre des criminels quelconques avec la musique ça plane pour moi. Oui, Donc mais on ne prend pas une seule seconde pour essayer de comprendre ce qui se passe à Jason. On nous balance tout de suite quelque chose qui fonctionne en soi en tant que scène de bagarre assez classe pour montrer à quel point les personnages sont unis. Mais sa position est vraiment très mauvaise parce qu'elle permet pas du tout d'apprécier les scènes indépendamment. On a juste l'impression que, enfin, du coup, on est dans une scène de bagarre où on se demande mais qu'est-ce qu'on vient de voir en fait, qu'est-ce qui se passe, ce qui fait qu'on n'apprécie ni la scène de mort ni la scène de bagarre qui est supposée montrer cette espèce d'alchimie dans l'action des personnages et qui est la première présentation des Titans de la saison 3, enfin ce qui est quand même assez fort. Enfin voilà, pour moi c'était déjà, on sentait qu'il y avait un loup d'imbergerie, enfin qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas dans l'esprit des showrunners qui s'étaient dit que c'était une bonne idée alors qu'il y avait un problème de montage qui était quand même assez bizarre, même si on pouvait l'excuser sur le fait que voilà, on nous balançait quand même un truc assez fort à la tronche assez vite. je voulais juste dire que le choix musical, en fait, je suis d'accord sur la rapidité, la rupture, je suis d'accord avec toi. Juste le choix musical, en fait, j'ai trouvé ça pas mal, parce qu'en fait, ça plane pour moi, c'est une chanson sur la drogue. Et donc, ça t'introduit déjà l'idée que Jason Todd est sous l'effet de drogue, en fait, et que son attitude s'explique par ça. Alors, faut le savoir, mais j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Ouais, bonne idée, ouais. Effectivement. Moi, j'aime bien les petits Après, choix musicaux comme ça. la mort de Jason, elle est certes rapidement expédiée, mais elle est expédiée de façon assez iconique, je trouvais. Au-delà du fait que c'est plutôt joli cette espèce d'ombre chinoise du Joker qui tabasse. Ouais, et puis le lieu, parce qu'il joue avec les symboles de la bad story. Hein, je veux dire, ils font mourir Jason à coup de pied de biche dans le parc d'attractions de Killing Joke. Donc fallait oser, quoi. Ça parle, quoi. Ne serait-ce que par la mise en scène, ça interpelle. Ouais, mais c'est vrai que, comme le disait Thomas tout à l'heure, c'est dommage que du coup, alors certainement parce qu'ils n'ont pas le droit de mettre le Joker, etc. Mais du coup, c'est tellement expédié que c'est un joli clin d'œil, mais expédié comme ça aurait peut-être mérité de développer un peu, ou de montrer plus, ou je sais pas, de faire quelque chose avec, que juste une image en 10 secondes. Et c'est fini, ciao, maintenant on bascule sur autre chose, quoi, tu vois. Mais comme tu dis, ça fait clin d'œil. Or, le problème, c'est que dans l'histoire, c'est pas un clin d'œil. Dans l'histoire, c'est le pivot narratif, enfin, c'est la péripétie qui va entraîner l'intégralité des 13 épisodes suivants. Mais c'est traité comme un chouette clin d'œil. Il y a peut-être un problème de proportion. Après, pour un événement qui est supposé être aussi important, il y avait moyen de le traiter un peu mieux. Il y a un problème avec Titans qui était déjà inhérent aux saisons précédentes, si je ne me trompe pas. C'est qu'on a des réalisateurs qui sont différents pour chaque épisode, quasiment. Alors, j'ai pas fait gaffe sur tous les épisodes, mais oui, il y en a plusieurs. C'est-à-dire que tu as 13 épisodes, tu dois avoir 4 ou 5 réalisateurs facilement. Après, c'est assez classique dans le mode de fonctionnement des séries où en fait le réalisateur des épisodes est plus un exécutant et c'est le ou les showrunners
qui impulse l'ambiance générale, etc. Sauf que là, on a du mal à voir justement une personnalité émerger au fil de la saison, quoi. Il y a des choix. Tu l'as dit tout à l'heure, Siegfried, sur la noirceur. C'est vrai que au début c'était très intéressant, sauf qu'en fait là, ça fait 3 saisons que ok, ils sont sinistres, ok, ils sont dépressifs, ok, ils sourient jamais. Il y a 2-3 blagues, mais comme la scène d'avant, t'as vu une scène de sang ou une torture, bah j'ai du mal à exploser de rire. Et je pense que ouais, il y a ce choix-là de noirceur constante me lasse, quoi. Ben, je trouvais que l'alchimie entre Beast Boy et Connor, elle était plutôt sympa. Elle amenait un peu de légèreté, un peu de second degré. C'était pas inintéressant. Moi, je trouve que leur duo, de ce point de vue-là, il fonctionne assez bien. Un peu décalé. Connor, Ouais. toujours un peu décalé. Beast Boy qui amène un peu de fraîcheur. Je trouvais que cette alchimie-là, elle fonctionnait pas mal. Dans le C'est cadre. vrai, ouais. Ouais, c'est vrai. Et alors, par contre, il y a quelque chose qui, pour moi, ne fonctionne pas du tout, toujours pas, hein, c'était déjà là dans la saison 2, c'est Ian Glenn en Batman, quoi, en Bruce Wayne. Je sais pas, ça fonctionne pas, les gars. J'essaye, hein, je fais l'effort. J'aime beaucoup l'acteur, mais pas en Bruce Wayne, quoi. Ben là, on a eu les deux Tu te versions. dis, à aucun moment, tu te dis que ce gars-là terrorise la ville de Gotham la nuit, quoi, tu vois, c'est pas possible, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, ça fonctionne pas. Je le trouve pas assez charismatique dans le sens imposant physiquement ou prestance qui amènerait à dire putain, lui c'est Batman, quoi, tu vois. Je trouve que C'est ça te pire que floppe, ça. quoi. C'est pire que ça. C'est-à-dire, t'imagines pas ce mec-là terrorise des nuits de Gotham, t'arrives même pas à imaginer qu'il ait pu le faire. C'est Parce vrai, que c'est c'est vrai. quand même un Bruce Wayne plutôt sur le retour qu'on a Ouais, ouais. incarné par Glenn. Pourquoi pas. Mais à la limite, je veux dire qu'il n'y ait pas de scène d'action avec lui, pourquoi pas. Il peut Mais pas. ils auraient pu incarner une sorte de, tu vois, de repos du guerrier, de vieux sage Ouais. sur la montagne. Alors que là, dans la première saison, il cachetonne en dandy, complètement décalé. Bon, comme j'avais pu l'écrire, j'avais bien aimé le côté délirant quand il fait le Batouzi, Ouais. quand Nightwing délire. Bon, et là, il est, bon, on spoil, il est meurtrier, dépressif, suicidaire. Donc, C'est vrai. Ouais. Non, mais tu vois, voilà. il y a trop de choses qui clochent. Alors après, faut prendre Titans pour ce qu'il est, c'est-à-dire un univers alternatif, on est d'accord. Mais j'ai quand même du mal à voir un Batman comme ça, un Bruce Wayne comme ça, dans sa gestion même des Robins, des trucs. Alors, on sait qu'il y a plein de problèmes dans sa gestion des Robins, dans ces trucs. Il y a certains aspects qui peuvent te faire penser, et ça, c'est un petit clin d'œil pour Siegfried, au All-Star Batman de Frank Miller, avec le côté je torture les Robins pour qu'ils apprennent. Bon, il y a ce côté-là, pourquoi pas, ça peut marcher, mais après, je sais pas, je trouve que quand il prend la parole face à eux, je le trouve pas assez charismatique, je sais pas, ça fonctionne pas. Ben, en fait, de mon point de vue, le seul truc qui aurait pu sauver le personnage de Batman dans cet arc-là, dans cette saison-là, c'est Tim, et ça n'a pas été utilisé. Parce que Tim Moi, aurait pu apporter quelque chose à ce Bruce Wayne-là, et son arrivée, finalement, elle aura servi à rien dans l'histoire. Le personnage en lui-même est intéressant, moi j'adore Red Robin, mais d'abord, on ne va pas lui laisser le loisir de devenir Red Robin, en tout cas pas dans Pas cette, encore, pas encore, pas pas dans encore. cette saison-là. Ça viendra puisqu'il intègre l'équipe à la fin, hein, mais... Il intègre l'équipe à la fin, mais il n'intègre pas la Batcave, quoi. Enfin, Oui, il Non. intègre les Titans. Ce Ouais. qui m'a pas mal choqué d'ailleurs. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce Tim Drake qui intègre les Titans avant de devenir un Robin, alors Ouais. qu'il n'a absolument rien à apporter aux Titans, enfin, à part qu'il les connaît. Il n'est pas forcément bagarreur, il n'est pas hyper intelligent, il n'a pas de capacité vraiment remarquable. Qu'est-ce que ce civil un peu quelconque vient faire dans l'équipe? Et qu'est-ce qu'on prétend raconter sur Tim, bon, alors que il a l'air en d'avoir une certaine l'extrayant de... sagacité quand même. Oui, bien sûr, mais en finalement, on revenant des prend un morts, à mon civil qui avis. est un peu plus compétent que la base, mais on prend un civil adolescent pour le faire rejoindre les Titans, qui sont tous des êtres 1000 fois plus exceptionnels que lui, sans lui donner le droit à l'arc le plus intéressant des comics, enfin, qui est quand même le moment où là, il ne rencontre jamais Bruce. Enfin, c'est quand même... Ouais.
comment est-ce qu'on prétend respecter le personnage et le raconter alors que tout ce qu'on attend pendant toute la série, c'est le moment où il va rencontrer Bruce et être admis dans la Batcave, et où finalement on ne montre jamais ça, on le fait sauter tout de suite aux Titans alors qu'il n'a rien à raconter aux Titans. On a déjà vu des Robins dans les Titans, Nightwing est déjà dans les Titans, Todd a déjà combattu avec les Titans. Pourquoi est-ce que cet ado quelconque va rejoindre les Titans? Il a absolument rien à faire là. Enfin, on prétend respecter le personnage en l'élevant tout de suite au rang de Titans, donc en l'intégrant tout de suite à l'équipe des héros, mais finalement on ne respecte pas du tout le personnage qu'il est supposé être, parce qu'on attend juste qu'il soit justement intéressant en apportant, c'est exactement ce que tu disais, à Bruce, l'élan, l'étincelle qui va lui permettre de reprendre le combat, même un peu vieilli, parce que voilà, il va lui rapporter la jeunesse qu'il avait perdue à cause de tout ce qui est arrivé au précédent Robin. Et on saute juste ces étapes-là pour raconter quelque chose qu'on n'a pas envie de voir. Moi, je me fiche complètement. Alors, j'aime bien le personnage en plus. L'acteur est plutôt chouette. Il fait un personnage qui est assez vivant, qui essaie vraiment de faire de son mieux. Enfin, ce qui correspond bien au caractère de Tim. Moi, j'attends que ça, de voir ce Tim avec Bruce, et du coup, ne pas le voir interagir avec les Titans, mais juste peut-être le voir en caméo de temps à autre, un peu comme le faisait Jason. Mais je me fiche complètement de le voir parmi les Titans. J'ai même pas envie de le voir parmi les Titans dans la prochaine saison. Pour moi, il a rien à faire là, il a rien à apporter à l'équipe qui est déjà assez nombreuse comme ça pour ne pas s'encombrer de cet ado de plus qui n'a rien à rapporter. Enfin, je comprends pas trop le choix qui a été fait sur ce coup. Pour moi, il est l'incarnation du fan de comics en fait. Parce qu'en fait, c'est lui. Ouais, bien sûr, mais l'incarnation de fan de comics. C'est ça. C'est lui qui sait tout sur les Titans, même plus que eux le savent. Donc, il a une connaissance, mais du fan de comics. Donc, en fait, à mon avis, ils ont voulu représenter le fan de la série par ce jeune personnage. Alors, je suis d'accord. Et ça, il le montre dans la saison déjà. Il le montre déjà dans la saison, en fait. Ils n'ont pas besoin de l'introduire dans les Titans pour le remontrer dans la saison suivante, surtout qu'à partir du moment où il appartient aux Titans, le fait qu'il soit fan des Titans, qu'ils les connaissent bien, ça n'aura plus forcément d'impact. Là, on le montre suffisamment quand même. C'est même assez lourd à certains moments de le montrer à quel point il est fan des Titans, il les suit partout, il les connaît par cœur. Voilà, c'est bon. On l'a vu. Quand en plus, dès le début de la saison, on voyait Bruce qui cherche un nouveau Robin, et justement on dit qu'il lui reproche dès la mort de Todd de déjà commencer à en chercher un nouveau, et on voit qu'il cherche sur son écran, il y a même le nom de Carey Kelly qui apparaît. Donc, je savais que ça allait te plaire, ça. Bah, évidemment. Donc, on a l'impression que ça va être un arc, justement, ce côté Bruce qui cherche un nouveau Robin pour retrouver un peu le goût de se battre. Et parallèlement, Tim qui essaie de se faire absolument intégrer comme Robin. Enfin, il y a quand même deux arcs qui semblent destinés à se croiser, dont on attend que ça, qu'ils se croisent. Et à croire qu'ils ont changé d'avis au milieu. Ouais, voilà, c'est exactement ça. C'est les showrunners qui ont changé d'avis, qui se sont dit « Oh, finalement, pourquoi raconter ça alors qu'on peut ne rien raconter à la place ?» Ça me dépasse un petit peu. Je pense qu'ils veulent pas que le personnage ils ont peur que le personnage de Batman phagocyte les Titans. Et ils veulent montrer que Nightwing est le nouveau Batman, parce que moi c'est aussi ça que je reproche, c'est que Nightwing se rapproche de plus en plus du Batman, il garde ses secrets, il est de plus en plus froid, et sauf la dernière scène dans le bus, mais les trois quarts du temps, il décide tout pour les autres, il donne des ordres, il les écoute pas, donc il est de plus en plus le Batman du groupe. Et donc je pense qu'ils veulent pas que le vieux Bruce Wayne, limite en chaise roulante, vienne les déranger, quoi. Et donc l'idée c'est de le faire apparaître au début, puis à la fin, mais surtout le Batman, il apparaît plus du tout à Gotham. Mais c'est idiot. Ça ne va pas, je trouve. Oui, quelque part, il aurait presque été mieux de voir plus de Batman. C'est un peu paradoxal par rapport à tout ce qu'on a dit sur le fait que finalement la série tourne trop autour de Batman. Mais quitte à assumer une série qui est uniquement orientée autour des Batman, voir un peu Ian Glen en Batman déjà, ça aurait pu montrer ce qui manque en fait. Ça aurait pu nous aider à croire au personnage parce qu'on l'aurait enfin vu dans son costume en train de faire quelque chose. Ça aurait pu être pire, hein, du coup, je sais pas. Mais... Oui, peut-être, mais au moins ils auraient essayé de le montrer en costume, et peut-être que ça aurait fonctionné, ça nous aurait permis d'apprécier le personnage dans son ensemble, alors que là, le fait de jamais le montrer, ça casse un peu encore la crédibilité de Ian Glen dans cette interprétation-là, et le montrer un peu en Batman, même juste pour un caméo, même quelques images, ça aurait aussi permis de montrer à quel point les Titans mènent un combat différent de Batman, prennent leur indépendance par rapport aux héros de l'ancienne génération. Enfin, il y aurait quelque chose à raconter que on tente de raconter, mais un peu maladroitement, parce que finalement, c'est à se demander pourquoi Batman apparaît au tout début. Il part en laissant la gestion de Gotham à Nightwing parce que lui en est plus capable. Il revient à la toute fin. On à se demander pourquoi il revient exactement. Enfin, on sent vraiment le truc de scénariste on va faire partir Batman et on va le faire revenir à dernière seconde, comme ça il n'aura pas à intervenir pendant l'intrigue, il pourra laisser Titans tranquille, mais on sent trop le truc de scénariste et pas du tout le truc organique, naturel du personnage. Mais ça vient aussi du fait évidemment qu'on ne parvient pas à croire à ce personnage, ce qui est quand même
Surtout quand même qu'entre-temps, ironique, il a tenté de parce se que- suicider. Oui, voilà, ce qui est. Il revient, a priori, il va mieux, on ne sait pas pourquoi. Enfin, Oui. c'est assez surprenant. Tout à coup, il est très solaire. Il Ouais. revient en voiture, tranquille. Ah, t'as bien Ouais. géré ma ville, t'as bien sauvé Gotham. C'est bien, bravo, bravo mon fils. Mais il y a 3 épisodes, t'étais en train d'essayer de t'asphyxier en brûlant Ouais. ton château. Enfin, et t'as tué le Joker quelques épisodes. Non, Bruce Wayne ne peut pas revenir en souriant, normal, l'air de rien, d'avoir tué le Joker, d'avoir tenté de se suicider. Enfin, il y a un moment, il faut quand même écrire un personnage. Là, c'est Et pas, je suis c'est pas persuadé que d'écriture. c'est pas un problème d'interprétation. Je Oui, dirais. ça, évidemment. Glenn, C'est-à-dire, à mon avis, aurait pu faire un très bon Batman, ça y a pas de souci. il aurait pu faire un très bon Batman, il aurait pu faire un très bon Bruce Wayne, mais il est très très mal utilisé, quoi. Il Bah, est ils ont très essayé de mal s'inspirer dirigé. de Batman Beyond, et ça se sent avec ce Batman qui est vraiment enfermé dans son amertume. Mais si on se souvient du tout début de Batman Beyond, déjà, on a un Bruce Wayne qui est quand même beaucoup plus grabataire, donc on insiste quand même sur cette amertume, cette aigreur de vieux qui ne peut plus rien faire, alors que là, Ian Glenn, il a quoi? Il a 50 ans, il a l'air encore tout à fait capable de se battre. Et puis bon, il y avait toute cette mise en scène quand même de Terry McGinnis qui arrive au manoir Wayne avec ses éclairs, cette nuit. Enfin, on présentait tout de suite Batman comme même ce Batman aigri dans sa chaise roulante qui ne prend pas le costume, comme quelqu'un qui dégage une force Oui. immédiatement. Là où Ian Glenn n'a absolument jamais l'occasion de déployer la moindre force. Et Ouais, c'est ça, ça, ouais. ça casse ça. Pour une série qui se place à ce point sous la figure tutélaire de Batman, ne jamais donner de force à Batman, ça casse quand même quelque chose. Enfin, ça empêche de croire tout à fait dans cette Gotham. Ouais, je suis d'accord. Je vous propose qu'on enchaîne avec notre personnage central. On n'en a pas parlé encore, après 50 minutes d'enregistrement pratiquement. Jonathan Crane, l'épouvantail, The Scarecrow, qui est l'antagoniste principal de cette saison. On le voit pas forcément venir au départ, d'ailleurs. Ce qui est plutôt intéressant, hein, puisqu'on nous surprend à voir que Jonathan Crane avait un plan et met en place quelque chose de surprenant. Euh, bon, j'ai beaucoup de points positifs sur le personnage et en même temps pas mal de trucs négatifs parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui fonctionnent bien. Et il y a des choses qui fonctionnent pas du tout. Je pense on va évoquer ça ensemble. Siegfried, je te vois déjà trépigner. J'ai l'impression que tu es plus dans les mauvaises choses. Mais qu'en as-tu pensé, toi, Bruno, de ce Scarecrow, de ce Jonathan Crane version Titans? Je vais être direct. Vas-y. Avec la barbe, très bien. Sans la barbe, pas bien. C'est vrai qu'il se rase quand il prend possession du manoir Wayne, et puis là, c'est la dégringolade. Et en fait, je pense que à la fois scénaristiquement et sur l'interprétation et sur le côté malsain et grunge que dégage le personnage, ça correspond à peu près au moment où il devient moins intéressant. Ouais. Et j'ai parfois l'impression que c'est plus que le Scarecrow. C'est-à-dire que tu as l'impression que dans un seul personnage, tu as le Riddler, le Joker, l'épouvantail. Enfin, j'ai l'impression que c'est une espèce de mix. Par moment, tu reconnais un peu Jonathan Crane, mais pas tout le temps. Tu as parfois l'impression que c'est un autre personnage. Il n'a pas les ressorts du Crane tel qu'il est défini dans la majorité des comics. Mais c'est vrai, il a ce côté un peu chimiste du Joker, ce côté un peu poseur d'énigmes de Riddler. C'est un personnage un peu hybride, qui n'est pas inintéressant. La latitude qu'il a d'organiser tout son plan depuis l'asile d'Arkham, c'est un peu tiré par les cheveux quand même. Ouais, mais tu vois, c'est là où tu as l'impression que c'est le Riddler, tu vois. Ouais. Là aussi, tu vois. Le mec qui a fomenté tout un truc, manipulé tout le monde, réussir je sais pas, à monter un truc. Je sais pas, parfois j'ai l'impression de voir d'autres personnages. J'avais du mal à croire à l'épouvantail en voyant ce personnage-là, quoi. Et puis, bon, physique. On y croit au début, et même le personnage en lui-même, c'est vrai que l'épouvantail, on a l'habitude de le voir un personnage très fin, très, tu vois ce que je veux dire? Là, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans un personnage un peu bidochant, un peu machin, très sympa, très, je sais pas comment dire. Il prend la parole, il te fait des grands discours, des grands trucs manipulation, de ci, de là. Enfin, je sais pas.
j'avais du mal à voir le Scarecrow. Alors après, c'est une version Titans, mais Titan, c'est ça. voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui diffèrent, on est d'accord, mais des fois, j'ai du mal à me dire, bon, ben, pourquoi prendre tel personnage si c'est pour en faire autre chose, en fait, tu vois, j'allais dire, prends l'autre personnage ou je sais pas, c'était un peu bizarre. Mais bon, ça Peut-être pour des m'a. histoires de droits d'exploitation de C'est possible personnages, aussi, ouais. parce que Crane, il n'a pas encore été complètement. Bon, il a été utilisé Ouais, il a été utilisé dans les dans films Batman un peu aussi, Begins, mais c'est un mais. personnage qui doit jouer avec la peur et à aucun moment je sens la peur en fait Ou la avec ce folie. personnage-là. La folie, voilà, on sent de la folie mais pas de la peur, alors que c'est pas forcément son trait principal, la folie. Alors oui, forcément pour être Scarecrow, il faut avoir un brin de folie, on est d'accord, mais je veux dire, je m'attendais en fait le fait qu'il En ce soit fait, épouvantail il avoir utilise la peur de un façon costume. assez froide, mais il n'a Ouais. pas cette fascination pour la peur que pouvait Ouais, t'as laisser pas ce transparaître. sentiment t'as pas ce sentiment d'épouvante qui peut transpirer du personnage, soit pour nous qui regardons la série, ou même pour les personnages qui ont affaire à lui en fait. Je trouve que c'est pas très bien exploité de ce côté-là. Thomas, tu te penses quoi toi par rapport à l'antagoniste principal du coup de. Alors, moi, je verrais une évolution. C'est qu'au début, j'étais plutôt séduit par ce personnage ambivalent qui aide Red Hood, qui est du côté du bien par intérêt, etc. Je trouve ça plutôt pas mal. Oui, le Et au côté fil Hannibal du Lecter, temps, oui. C'est ouais, ça, c'est Ouais, ça, ouais. exactement. Hannibal Lecter. c'est Et ça. Ouais. au fil du temps, ça s'effondre complètement. Ce qui fait qu'à un moment, on voit une histoire avec sa mère que je trouve mais complètement ridicule. Bon, enfin, sur un demi-épisode, c'est complètement ridicule. Ces citations de poèmes là qui débarquent à un moment là. En fait, et puis il se retrouve à faire comme Bane, à prendre en otage une ville exactement comme dans Dark Knight Rise. Et je trouve que ça fonctionne pas du tout. Enfin, il a pas du tout le charisme pour faire ça. On comprend pas pourquoi les gens le suivent. C'est Ouais. peut-être à cause de la toxine, mais on voit pas l'effet sur les gens. Enfin, il est censé être le grand méchant, mais on n'y croit pas du tout. Il n'a pas la carrure du tout pour être ce grand méchant. Et en plus, il se le dit lui-même psychologiquement. Avant finalement de devenir un grand méchant, une de ses personnalités lui explique, mais non, mais t'es qu'un raté. Et ça, à la rigueur, ça pourrait être intéressant, sauf que bon, il suffit qu'il se découpe le visage et ça y est, il devient un grand méchant et tout le monde va le suivre. Je comprends pas. Donc ouais, non, Siegfried. pour moi c'est une catastrophe. Catastrophe. Siegfried, pour toi aussi, j'ai l'impression que tu vas découper notre Scarecrow. C'est un peu ça. En fait, je trouve l'acteur tout à fait chouette. Enfin, il est investi, il a l'air vraiment de croire à son personnage et globalement, il le porte quand même assez bien. Mais Ouais, il le le porte jeu bien d'acteur est comme. pas mal, ouais. Le jeu d'acteur est pas mal. Ouais. Mais il le porte bien en tant que acteur secondaire, d'un vilain secondaire qui voilà peut apparaître de temps à autre, mais il n'a pas du tout ce qu'il faut pour porter la série. Mais finalement, c'est un peu le défaut que je trouverais aussi à Jason Todd, où pareil, l'acteur est vraiment bien. D'ailleurs, je l'avais beaucoup apprécié dans les 2 premières saisons de Titans, mais il a juste pas ce qu'il faut pour pour être le super vilain majeur avec l'épouvantail de toute une série, parce que ça demanderait beaucoup plus de complexité, beaucoup plus de charisme, beaucoup plus de puissance qu'il ne peut en déployer. Et bon, là, effectivement, ça s'ajoute au fait que pourquoi est-ce qu'on a appelé ce personnage l'épouvantail? Il suffisait de l'appeler le Chapelier Fou, par exemple, ou Nigma, et, euh, et pour le coup, tous ces choix de jeu étaient justifiés à 100%. Mais comme tu le disais, il n'y a absolument rien ici qui colle à l'épouvantail. Donc, ils ont voulu proposer leur interprétation de l'épouvantail qui différait des interprétations précédentes. Mais voilà, c'est exactement ce que tu dis, Nicolas. Si c'est pour en faire juste un autre super vilain qu'on connaît, qu'on identifie très bien dans le Batverse, bah, autant en faire directement super vilain. On n'a pas besoin de l'épouvantail si le personnage n'a rien d'épouvantail. Son rapport effectivement à la peur n'a pas grand chose d'intéressant. On pourrait croire à certains moments que justement, s'il arrive à convertir aussi bien Todd à sa cause, c'est parce qu'il exploite très finement, avec des toxines et avec ses discours, de sa peur d'être un raté, sa peur de ne pas être à la hauteur. Et on voit que parfois, il tente d'aiguiller un peu sur cette voie-là, mais finalement, on ne comprend pas trop ce qu'ils font ensemble. Ce que lui essaye de faire de Jason, alors qu'en fait, il joue un jeu très dangereux, enfin, essayer de recruter un Robin
dans sa guerre contre Gotham, a priori, c'est un plan qui n'a quand même absolument aucun sens. Et de même, on comprend pas trop ce que Todd peut trouver comme intérêt à travailler pour lui. Enfin, il y a un manque de vraie connivence entre les deux personnages qui rend toute cette, qui rend leur plan un peu ridicule et qui peine à générer toute la tension qu'il faudrait créer dans cette série. Pourquoi ne pas avoir donné à Redwood toute son ampleur de vrai super vilain, ou à l'épouvantail toute son ampleur de super vilain? Pourquoi avoir voulu absolument créer ce tandem improbable qui à aucun moment ne fonctionne parce que rien de ce qu'ils font ne va dans la même direction? Et oui, pourquoi avoir fait de ce personnage un épouvantail alors qu'il n'a rien d'un épouvantail? Et même la toxine qu'il déverse à la fin, on sent qu'ils reproduisent la toxine l'épouvantail déverse déjà dans Batman Begins. Donc ils reproduisent un truc qu'on a déjà vu, mais en même temps il n'en faut pas une toxine de peur parce que sans doute ils veulent pas répéter la même chose. Du coup c'est une toxine de, on sait pas trop en fait, de vagues suggestions hypnotiques qui permet, mais c'est ce que tu dis Thomas, de retourner les gens contre les titans. Mais quel est le rapport entre la toxine et le fait qu'ils se retournent aussi facilement contre les titans? On sait pas trop, en fait, on sait pas trop ce qu'il veut faire avec cette toxine, à part dominer éventuellement Gotham. Une toxine d'agressivité, mais qui dépendrait plutôt des compétences du Joker, on va dire. Oui, mais pourquoi l'armée le suit? Pourquoi est-ce que pas l'armée? Pourquoi est-ce que toute la police de Gotham, à part Barbara, le rejoint? Il y a aucun sens. C'est totalement incompréhensible. Le seul truc qui montre par rapport à ça, c'est qu'à un moment il arrive, il dépose une liasse de billets là. T'as Redwood qui leur donne des billets aux flics du GCPD. Alors tu te dis bon, ça y est, ils sont corrompus. Bon, pour l'argent, mais c'est vrai, c'est vrai que ça va. C'est ça, tout le commissariat. Bon, il en faut des billets déjà, mais pourquoi pas. Mais c'est un peu gros, quoi. Voilà, c'est vrai que les ficelles sont un peu grosses. Ils ont voulu faire comme Bane. On n'a jamais aussi mal montré une police corrompue. Enfin, surtout qu'on passe quand même après Gotham. Dans la série Gotham avait pas mal de défauts, mais enfin le côté police corrompue à la Batman Year One, ça on le sentait bien. De même que toutes les fictions où tout à coup la ville se retourne contre ses héros, c'est un cliché qu'on a déjà vu des centaines de fois, et j'ai rarement vu aussi mal exploité que ça. Enfin là, c'est vraiment les scénaristes qui claquent des doigts en disant bon bah là tout à coup les gens ils aiment plus les Titans. Littéralement, les gens veulent essayer de bouffer du Titans, voire, ils tuent littéralement Nightwing. C'est comme les citoyens qui tuent Nightwing, sans suggestion hypnotique particulière, sans qu'on ait montré une vraie erreur des Titans qui justifierait une agressivité de la population vis-à-vis d'eux. Enfin, c'est vraiment complètement gratuit. C'est vraiment des clichés, mais qui sont racontés de la pire manière possible. Et j'ai même pas souvenir de fiction qui raconte aussi mal des clichés pareils. On est très loin des qualités d'écriture relatives qu'on pouvait trouver dans les 2 premières saisons. Là, ça raconte rien, il n'y a aucune logique, aucune cohérence, on n'a juste pas envie d'y croire une seule seconde, et c'est juste catastrophique. En plus on se dit, ça fait 10, 11 heures que je me farcis ça, il reste 2 heures d'intrigue, et je sais pas où ça va, avec autant de défauts, de trucs de scénaristes qui claquent des doigts, faites tenir ça en 6 heures, ça serait tellement plus supportable, et c'est ce que disait Thomas tout à l'heure, raconter un deuxième arc. C'est louable de vouloir faire un seul arc dans une série parce qu'il y a une homogénéité scénaristique et une tension plus simple à saisir. Sauf que là ces 2 super vilains n'ont pas la carrure qu'il faut et leur plan n'a pas l'intérêt qu'il faut pour porter toute une intrigue. Rajouter tout un arc avec Starfire et peut-être même avec Connor, ce côté extraterrestre hyper puissant sur une planète. En plus, il y a ce lien entre ce lien intime, mais qui pourrait aussi être plus philosophique entre la sœur de Starfire et Connor. Et il y aurait des choses à explorer pour faire un deuxième arc. C'était plutôt sympa d'ailleurs, ça indépendamment de l'amourette, il y avait des trucs intéressants où la sœur de Starfire est beaucoup mieux incarnée, son personnage je parle, que Starfire elle-même. Je trouve que le personnage est plus intéressant, il apporte plus à l'intrigue. Et non, ça c'était le problème de cette saison et de Titans en général, c'est que ça fourmille de bonnes idées, mais qui sont pas bien exploitées pour la plupart. Tim, ça en est une. La façon dont il débarque, toute cette montée, cette attente qu'on a qu'il arrive éventuellement à croiser la route de Bruce Wayne, qui n'arrive pas. Donc c'était bien exploité. Moi, je trouve que finalement, juste parce qu'on en a un petit peu parlé, bonne surprise de la saison, c'est Barbara. Ouais, c'est marrant parce que c'était mon prochain point. Donc vas-y, embraye, Bruno, vas-y, tu peux du coup.
Moi, je trouvais que déjà la façon dont elle est amenée, dont elle est introduite, est assez intéressante parce qu'on parle du commissaire Gordon, et on se retrouve avec Barbara. Donc, et puis il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé, même qui m'a surpris, c'est Oracle. Parce qu'on parle d'Oracle, on se dit tiens, c'est Barbara, Ouais. c'est Oracle, et puis il va y avoir un Oracle. Alors, on peut spoiler ou pas spoiler, mais la Oui, façon vas-y, on dont peut ils ont spoiler maintenant. adapté le personnage d'Oracle pour en faire une sorte d'intelligence artificielle, en tout cas d'un système informatique particulièrement efficace pour traquer les informations, ben ça, c'était intéressant. C'était intéressant parce que c'était un éclairage différent sur ce que pouvait être Oracle. Ouais, Après, ouais. je ne suis pas forcément convaincu par les scènes dans le passé avec Barbara en potentiel futur Bad Girl, émule de Selina Kyle. Bon, ça, scénaristiquement, c'était pas forcément les meilleures idées, hormis le fait de montrer ses qualités athlétiques. Mais son interprétation en tant que commissaire Gordon, moi, elle m'a bluffé. Ouais. Moi, j'ai bien aimé aussi le personnage. Et c'est vrai que, alors, ils ont pris une actrice, du coup, qui est vraiment handicapée, qui est vraiment en chaise roulante. J'aime beaucoup cette idée, du coup, de vraiment mettre en avant pour un personnage qui est en chaise roulante, prendre une actrice qui, elle aussi, est en chaise roulante, à qui il manque une jambe. Euh, Après, c'est vrai que, du coup, j'avais envie d'en savoir plus par rapport à ça, c'est-à-dire que nous, on connaît Barbara Gordon qui se fait tirer dessus, qui devient paralysée et qui prend la chaise roulante. Mais elle parle de son accident avec le Joker, mais j'aurais aimé savoir comment elle s'est retrouvée en chaise roulante, parce que on fait référence à Killing Joke, mais on ne te le montre pas, on ne le suggère même pas dans une image. J'aurais aimé, tu vois, en découvrir plus sur le passé de cette Barbara Gordon quand elle était en Bad Girl éventuellement. Ou tu l'as dit, on l'a vu un petit peu à des moments où elle flirtait avec Dick. Et du coup, tu devines qu'elle va devenir Bad Girl et tout ça parce qu'elle a des capacités quand même assez impressionnante, mais j'aurais aimé en fait en savoir plus quand même sur elle dans ce passé-là, dans comment elle est devenue le Barbara Gordon d'aujourd'hui et comment voilà, et son passé en fait et son histoire avec le Joker un peu plus que juste 2 mots de ah mon aventure avec le Joker, voilà. Et ça m'a un peu frustré de ce côté-là. Par contre, j'ai beaucoup aimé effectivement ce qu'elle apporte dans la série, comme tu le disais, le fait de la retrouver en tant que chef de la police après son père. Alors, il y a aussi tout cet héritage. Du coup, tu retrouves donc Nightwing et Barbara Gordon en tant que commissaire de police qui prennent l'héritage de Batman et Jim Gordon. Oui, Donc, et il y a puis un tout héritage lourd parce qu'il y a un un héritage jugement lourd. très, Ouais. très, très critique sur l'action Euh, et la psychologie et la gestion de Bruce Wayne. le commissaire a jamais couché avec Batman, hein, je dis ça. On ne sait pas. On ne sait pas, on ne On sait ne pas. sait pas sur les toits de Gotham ce qui peut se passer. D'ailleurs, on a vu en préquel du film animé Batman the Killing Joke qu'il pouvait se passer beaucoup de choses sur les toits de Gotham. Cela dit, au passage, non, mais c'est vrai que, enfin moi en tout cas, je dirais que l'apparition de Barbara Gordon est l'un des points forts quand même de la série, de cette saison-là, parce qu'on l'a quand même beaucoup tiré à boulet rouge depuis tout à l'heure sur la série, sur la saison, mais je trouve que l'apport de ce personnage-là est pas inintéressant. Siegfried, Alors, si je tu lui veux trouverais développer juste un ton défaut, avis, ouais. c'est que Vas-y. je trouve qu'elle manque un peu de puissance en tant que commissaire de police. On a un peu l'impression Ouais. qu'elle est là Elle subit, ouais. parce qu'elle est la fille du précédent commissaire, mais sinon, chaque fois qu'un personnage va lui parler, elle est surtout dans l'écoute, elle est un peu fluette, elle peine à s'imposer. On a l'impression, enfin, chaque policier qui lui parle, on a l'impression qu'il lui donne des ordres. Voilà, du coup, on a l'impression qu'elle a un peu été propulsée là, mais qu'elle n'est pas forcément à sa place. Et finalement, ça rejoint un peu ce que tu disais, c'est que montrer un peu comment elle est devenue commissaire et montrer peut-être qu'elle est devenue commissaire aussi par ses propres mérites et pas seulement parce qu'elle est la fille de Jim, ça aurait pu donner un peu plus de consistance au personnage. Donc Ouais. voilà, moi j'ai un peu senti qu'elle était propulsée là en tant que fille de Gordon parce que elle peine à vraiment manifester l'autorité ou le sens de la discipline qu'il faudrait en tant que commissaire dès ses premières apparitions. Et ça m'aurait vraiment mieux aidé à apprécier encore plus ce personnage. Et effectivement, c'est un personnage que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup pratiquement toutes ses apparitions et toutes les idées qui entourent le personnage et l'actrice qui est vraiment très chouette dans ce rôle. Mais j'aurais bien aimé adhérer encore plus à ce personnage avec tout le background que ça implique.
en la sentant bien commissaire, pas juste une éventuelle ancienne bad girl, ancienne amie de Dick qui va avoir son rôle dans l'intrigue, mais vraiment commissaire de police. Et je l'ai pas vraiment senti commissaire de police à proprement parler. Elle prend quand même des décisions qui sont vraiment importantes en tant que commissaire en tant que chef de son commissariat. Au contraire, même à la fin, au moment où elle prend enfin des décisions, c'est davantage pour subir et les limoger que pour s'imposer comme commissaire. Donc il y a quand même une petite lacune là où on ne parvient pas à la montrer investie de toute l'autorité qu'elle devrait avoir quand même, à la fois en tant que figure de Gordon et puis avec tout ce qu'elle a vécu. On imagine bien qu'elle s'est posée là grâce à ses facultés naturelles, son charisme naturel, mais on le sent jamais. Et ça, c'est un truc qui m'aurait Ça aurait pu faire un arc très intéressant. Ouais, surtout qu'elle arrive même pas à se faire obéir par un plombier, donc c'est un peu un souci quand même. Hein. C'est vrai. Pour vous rejoindre, moi je trouve que c'est le personnage le plus réussi de la série. Ouais, je trouve que cette idée-là, en effet, de la surprise de dire, en fait, c'est elle qui est la chef de la police, la façon dont elle gère la police, je trouve que c'est bien fait et elle joue très bien. C'est le personnage le plus réussi. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est quand même l'un des points forts de la série. On n'a pas évoqué, on l'a évoqué un peu en filigrane parce que on a fait comme la série, comme la saison, c'est-à-dire comme le showrunner. On en a parlé par-ci par-là sans vraiment en parler. C'est l'arc sur Starfire et Blackfire. Est-ce que vous voulez dire quelque chose par rapport à ça? Elle a quand même un rôle assez important parce qu'on en parle tout le temps pendant les 13 épisodes de la série, c'est-à-dire on en parle régulièrement, mais sans que ça ait une importance primordiale sur le déroulé de la saison quand même. Ce qui est assez surprenant au final. Mais... Je pense qu'ils ont voulu reconnecter à l'histoire de famille et de conflit. Il y a un conflit entre deux frères, Red Hood et Nightwing, et là c'est un conflit entre deux sœurs qui eux s'arrangent. Donc je pense que ça c'était le principe dans le texte, sauf que dans la réalité ça n'a aucun intérêt. Ça marche pas. Les visions de Starfire, non mais pourquoi maintenant elle a des visions alors qu'on n'avait pas avant? Je comprends pas. Et alors après, c'est un détail, mais j'ai un gros problème avec les choix vestimentaires de Starfire. Rien ne va, quoi. C'est pas fashion faux pas, quoi. Son costume est pas top, mais bon, à la fin, la tenue qu'elle porte en civil, mais c'est calamiteux, quoi. T'es censé être une héroïne, avoir je sais pas, imprimer une marque, et elle se fringue n'importe comment, quoi. Alors c'est un détail, mais Ouais, mais ils ont peut-être pas les mêmes goûts vestimentaires sur Tamaran que sur Terre. Ah ouais, non, il faut qu'elle prenne des cours. Hein. Parce qu'au niveau de la musique, elle choisit la playlist. Dans mes souvenirs, elle a des très bons goûts musicaux. Alors par contre, la mode, ça va pas. Ça va pas du tout, effectivement. Effectivement. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à cette saison 3 de Titans? On arrive, on est à plus d'1 heure d'enregistrement. On arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter qu'on n'a pas évoqué et qui vous ferait plaisir d'évoquer pour cette saison 3 de Titans? Ou est-ce qu'on conclut ce podcast? Alors moi, pour conclure, je dirais juste que c'est la première saison de Titans qui me donne vraiment aucun enthousiasme pour la suite. Tout ça parce que Tim Drake a rejoint l'équipe, c'est ça? Pour tout, en fait. Même pour la capacité, enfin l'incapacité en l'occurrence des showrunners à allier les arcs des personnages. Là, on vient de parler de Starfire, son arc n'a absolument rien à voir avec l'arc principal, alors il aurait sans doute eu la possibilité soit d'en faire un vrai arc important, soit de le passer complètement sous silence, soit de le connecter à l'intrigue générale, plutôt que d'en faire un arc complètement parallèle et en fait complètement mineur qui vient juste plomber le rythme de l'ensemble. Enfin, si les showrunners ne savent pas se montrer capables de gérer tous ces personnages, à quel point est-ce qu'on peut avoir envie de regarder la suite? Si les showrunners ne sont pas capables de créer des méchants plus charismatiques que ça, on parle quand même de saison de 13 épisodes. Enfin, on se rend pas assez compte à quel point c'est long, 13 épisodes, surtout à une époque où on est quand même habitué aux séries de 8 ou 10 épisodes qui sont devenus 10 épisodes, c'est devenu la norme. Pourquoi en faire 13 si on est incapable de donner assez de charisme aux super vilains quand en plus on choisit seulement 1 ou 2 super vilains pour l'ensemble d'une saison? Enfin, il y a un moment, les showrunners font des choix. 13 épisodes, c'est déjà beaucoup mieux que les 22 de Arrow et de Flash sur la fin. Certainement. Et alors là,
Ouais, ça Mais là, c'est cloche, que la troisième saison, ça devrait pas déjà sembler aussi long, et ça devrait pas sembler déjà à ce point corrompu par des mauvais choix de showrunner. Et là, j'ai l'impression qu'ils tournent déjà à vide parce qu'ils savent déjà plus quoi raconter, alors que c'est que la saison 3 et qu'il reste encore tant de matériaux à exploiter. Donc ça, voilà, je sais même pas où ils peuvent aller dans la saison 3. Autant après la saison 2, ils étaient parvenus à raconter quand même quelque chose, même si on n'était pas convaincu par Deathstroke. Enfin, il y avait des choses qui n'allaient pas. Mais enfin, globalement, ils avaient quand même réussi à souder une équipe avec une certaine alchimie, à raconter une vraie histoire. Enfin, il y avait des choses qui fonctionnaient quand même bien et qui laissaient espérer une saison 3 qui reviendrait peut-être à ce qui avait fonctionné dans la saison 1. Enfin, il y avait des choix qui fonctionnaient. Là, j'ai plus vu de choix en fait. J'ai plus vu de vrais choix intelligents et conscients. J'ai surtout vu des épisodes qui s'accumulaient, qui s'enchaînaient les uns après les autres, mais sans parvenir à raconter quoi que ce soit, qui essaye vraiment de sortir. Enfin, sauf le début. Parce que le début racontait des choses intéressantes, les racontait vite et bien. ouais, tout à fait. Et un peu C'est ce que comme je s'ils disais, avaient construit le scénario au fur et à mesure des épisodes, et qu'au bout de 3-4 épisodes, ils n'avaient plus rien. Ouais, il y a les épisodes envoyés à la presse, les 5 premiers, pour avoir des bonnes critiques. Et puis il y a le reste qui est sorti pour tout le monde. Et là, on se rend compte que c'est pas bon. Mais la presse a déjà fait sa critique de Titans, donc elle va pas revenir dessus. Et donc on a des avis positifs, alors que dans son ensemble, la série ne mérite pas du tout ces 13 épisodes et ne mérite pas vraiment notre attention. Et c'est dommage parce qu'il y avait quand même des choses qui étaient à sauver dans l'esprit de la série après les 2 premières saisons. Et là, c'est un peu insupportable en fait. Ok. Ouais. Moi, je voulais juste rajouter. Ouais. Moi, ce qui me donne moyennement envie de suivre la suite, c'est justement le manque d'évolution. En fait, on est constamment depuis 3 saisons dans une noirceur constante, dans la dépression, dans le sinistre. Et à chaque fois en fin de saison, ils tentent de sauver le truc. Là, c'est flagrant, quoi. Le dernier épisode, hop, la lumière revient. Ils sont à l'extérieur, ils sont dans la lumière. Mais ouais, ils prennent le bus, ils vont en voyage. Ouf. Moi, je suis comme la plupart des titans. Hein. J'aurais pris l'avion. J'aurais dit non, désolé les gars, je passe pas 3 semaines avec vous. Hein, 44 jours, c'est ça. Non, Ouais, je sais plus. 44 jours, c'est ou 44 ouais, je sais heures. plus. Je sais Enfin, plus. ils vont de Gotham, donc de quasiment New York jusqu'à San Francisco. Il faut plus que 44 heures pour moi. Ouais. Je ne me souviens plus. Mais j'ai un doute aussi, ouais. En tout cas, moi je prends l'avion. Ah, on t'entend pas, Siegfried. Ah oui, Ouais. pardon. Là, effectivement, c'est un point que j'avais noté, sur lequel je suis pas revenu, mais qui est quand même assez important. Il y avait quelque chose dans la noirceur de la première saison qui était surprenant, qui a pu rebuter certains spectateurs, mais qui était quand même assez rafraîchissant. Enfin, ils assumaient quand même un côté vraiment dark, à la fois dans l'image et dans les personnages, un peu brutal, un peu sanglant, qui était assez original, assez bienvenu, surtout par rapport aux séries de la CW en parallèle. Là, quand même, cette saison 3, elle est beaucoup moins violente que les précédentes. Enfin, on n'a pas d'effusion de sang, on n'a pas de torture. Enfin, on a beaucoup moins de scènes brutales que dans les 2 premières. On a un ton plus CW, d'autant que pour moi, on atteint un dark qui est vraiment un dark d'ado gothique. C'est vraiment les personnages, ils sont dark pour le principe d'être dark. On leur a dit soyez dark. Du coup, ils sont tout le temps amers les uns avec les autres. Il y a pratiquement plus de bienveillance, à part effectivement ce qu'on disait avec Beast Boy, qui a encore cet esprit un peu juvénile, bienveillant. Les autres, c'est vraiment la méchanceté à l'état pur. Dès que Todd devient Red Hood, on a la plupart des Titans qui disent bon, il faut le tuer, il est devenu méchant. De toute façon, ça a toujours été un irresponsable. Finalement, il l'a bien cherché. D'où est-ce que les Titans racontent ça sur un de leurs collègues? Enfin, il y a une amertume généralisée qui en plus est assez mal écrite, qui fait beaucoup plus ado gothique que dark comme ils prétendent certainement l'être, dark à la Nolan ou à la Snyder. Là, c'est vraiment juste, c'est pas du bon dark. Que ça soit dark, ça me gêne pas du tout. Mais le dark, il faut savoir l'écrire. Et là, c'est juste géré n'importe comment avec ces personnages qui font tout. Tu aurais pu faire un dark intéressant faisant Titan versus Titan entre ceux qui étaient pour se frapper Jason et ceux qui auraient plutôt voulu l'aider. Ça aurait été un arc intéressant et qui aurait permis justement de faire des confrontations intéressantes. Et de mettre en valeur d'autres personnages. Ouais, de bien mettre en valeur les Titans les uns contre les autres et pas juste Nightwing qui finalement se retrouve en seul protagoniste de toute l'intrigue. Oui, il y aurait eu plein de choses à faire en poursuivant.
en poursuivant quelques-unes des pistes qui sont lancées dans la saison elle-même. Et ça, je pense qu'on l'a vu pendant tout le podcast. Il y a plein de fois, on s'est dit, tiens, ça c'était pas mal, et finalement, c'est pas exploité. Tiens, on a l'impression qu'on allait vers là, et puis en fait, pas du tout. Et du coup, on a l'impression d'une série qui s'est écrite, c'est ce qu'on disait, de façon automatique, où après 4 épisodes, tout à coup, on demande à un scénariste d'improviser un scénario en 24 heures d'après l'épisode précédent, et ça finit par une série qui tourne en rond avec des allers-retours. Enfin, il y avait quand même cette scène de, un moment, on a l'impression que l'épouvantail est vaincu. Il quitte Gotham. Ouais. Et l'épisode d'après, il revient. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il est parti? Pourquoi est-ce qu'il revient? Il avait une course à faire. Oui, non, mais on a l'impression qu'il a perdu et que du coup il part, mais il reviendra avec une vengeance. Mais en fait, il revient de l'épisode suivant alors qu'il n'a rien de plus à apporter. Il n'a pas de tension supplémentaire à apporter à la série. C'est vraiment juste parce qu'il fallait, un 13e épisode, donc il fallait qu'il revienne pour ça. Enfin, il était voir sa mère, je crois. Non, la mère, c'est Non, une des chefs de gang de Gotham, c'est ça, hein? Non, sa mère, c'est une psy. C'est la même? Ah, d'accord. Une psy qui c'est celle qui avait tiré dans la tête d'un des... J'ai confondu. Ouais, c'est une psy, ouais. Mais pour moi, Red Hood, il y a le même problème. Il est odieux, c'est un chef criminel, puis il est plus si méchant, puis il est méchant, puis non mais c'est bon quoi, faites votre choix quoi. Ouais, il doute, il est jeune encore, il est jeune, il doute, c'est normal. Non, bon, vous l'aurez compris, on ne pourra pas sauver Red Hood. On ne pourra pas sauver l'arc principal de cette saison 3 de Titans. Alors, c'est vrai qu'on a mis beaucoup de points négatifs, quelques points positifs sur cette saison 3 de Titans. Malgré tout, je vous invite à visionner cette série si vous ne l'avez pas vue. Et puis, effectivement, à nous donner en commentaire de cette vidéo sur YouTube ou de ce podcast sur notre site Batman Legends, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, où vous voulez. Laissez-nous votre avis, vous aussi, sur cette saison 3 de Titans. Vous aurez, vous aussi, le droit de défoncer Red Hood, de défoncer Starfire, de défoncer Ian Glenn en Batman, de défoncer... Enfin bref, vous pourrez faire ce que vous voulez. Merci Thomas pour ta participation à ce podcast. Et merci Siegfried et Bruno également pour votre participation. Merci à toi. Ceux qui nous ont à vous pour l'invitation. écoutés jusqu'ici. C'était avec plaisir, Thomas. Et écoute, tu vois, ça fait déjà 2 fois que tu viens nous voir en podcast. Il y en aura, comme on dit, jamais 2 sans 3. Donc, il y aura peut-être une 3e, un de ces 4. Pour la saison 4 de Titan, je suis pas sûr. Hein. Vous l'aurez compris, Nous non plus. Vous l'aurez compris, pas sûr qu'il y ait une critique de la saison 4 de Titans. Enfin, en tout cas, on vous en reparlera sur nos réseaux sociaux. À très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao!